Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer ce conseil municipal du 4 juin. Et je vais faire comme d'habitude, je vais procéder. Ne te dérange pas. Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Bonsoir. Donc sur la commission vie éducative et animation, nous avons passé en revue les 3 délibérations qui vont être présentées ce soir, à savoir la mise à disposition de locaux scolaires auprès des associations, la convention sur les colonies apprenantes et puis le fonds de concours pour les travaux à la Monta. Et puis il y avait une question donc de Madame Pérou sur l'édition 2023 de Vacances apprenantes et qui a été transmis dans le compte-rendu de commission. Merci. Merci, Jean-Gaëtan. Pas de remarques. Donc, ce compte-rendu est approuvé, même s'il n'y a pas de vote. Et donc, du coup, j'en étais au compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, je posais la question, est-ce qu'il y avait des oppositions? Il n'y en avait pas, des abstentions. Donc, ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. Pour l'information de toutes et tous, on doit retirer la délibération numéro 8 intitulée c'est la convention avec justement l'association sportive à vie dans le cadre du projet de colonie apprenante sur l'été 2024. On doit la retirer parce qu'on a été informé tardivement, le 31 mai, que c'est la préfecture qui nous a informé que le déploiement des colonies apprenantes n'avait pas retenu la proposition de l'association Sport à Vie. Et donc, on ne peut plus conventionner. Par ailleurs, il va quand même y avoir des voyages cet été, notamment aux Deux-Alpes avec le Patio. Et là, dans les délais impartis, on n'est pas capable de reconventionner avec une association pour faire la colonie apprenante. Voilà, donc on est obligé de retirer cette délibération. Et ce n'est pas de notre fait, ça a été une information qui est arrivée bien tardivement, mais heureusement qu'elle est arrivée quand même. Voilà, si ça appelle les commentaires ou pas, mais c'était important pour l'ordre du jour. Voilà, donc je vous propose de commencer avec la première délibération, qui est l'approbation du compte de gestion du comptable public. Et je donne la parole à Pascal. C'est l'approbation du compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2023. C'est-à-dire que le maire s'est assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes qui figuraient au bilan de sortie de l'exercice 2022 et celui des titres de recettes émis de celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures en 2023. Donc le maire s'est aussi assuré de la concordance des montants figurant au compte administratif 2023 et au compte de gestion 2023. Le compte administratif 2023, il est tenu par les services financiers de la ville et le compte de gestion 2023 par le service de la DGFIP. Donc le maire s'assure de la concordance des deux comptes. C'est une dernière opération qu'on fera pour cette année puisque à partir de l'année prochaine, on sera au compte financier unique. Donc il n'y aura qu'un seul compte. Donc sur ces comptes, on a l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. La journée complémentaire, ça autorise un débordement sur le mois de janvier suivant. L'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, la comptabilité des valeurs inactives. Donc, le maire propose au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion de l'exercice 2023, dressé par le comptable public au titre de la comptabilité principale de la commune de Saint-Égrève, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Et le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte de gestion 2023 dressé par le comptable public au titre de la comptabilité principale de la commune de Saint-Égrève. Donc, voilà pour cette délibération qui vous demande l'approbation du compte de gestion du comptable public sur l'exercice 2023. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Donc je vous propose de mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions contre l'approbation de ce compte de gestion
Non. Des abstentions non plus. Donc, le compte de gestion est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, c'est le compte administratif 2023, le budget de la ville. Je vais devoir vous laisser comme c'est la règle. Je propose que la séance soit tenue par Françoise pour me remplacer. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des oppositions? Parce qu'en fait, ça doit être approuvé aussi. Donc, est-ce que tout le monde est OK avec le fait que Françoise me remplace pendant le compte administration? OK. Donc, je vais te laisser la parole et tu vas pouvoir continuer. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais directement passer la parole à Pascal Metton qui va vous présenter ce compte administratif avec un support en PowerPoint, je pense. Oui, donc ce compte administratif, donc en préambule, il y a un petit avertissement. C'est un compte administratif un peu particulier parce que la lecture est impactée par différents paramètres. D'une part, c'est le premier compte administratif qui est voté avec la nomenclature comptable M57. Donc, pour comparer d'une année sur l'autre, les années précédentes, c'était la comptabilité M14 et on est passé à M57. Et donc, il peut y avoir des petites différences de chapitre à chapitre ou des nouveaux chapitres, des affectations différentes, même si globalement, dans les grandes lignes, c'est un peu la même chose. Il peut y avoir des petites différences et c'est précisé. Donc, il peut y avoir des corrections à ce niveau-là. Il y a aussi une correction importante qui est liée à l'analyse des recettes de fonctionnement. C'est-à-dire que l'année passée, on avait eu pour 1 781 000 de recettes non titrées. Et donc, dans notre analyse, on les avait rajoutées au compte administratif 2022 pour notre analyse, mais elles ne figuraient pas au compte administratif 2022. Et cette année, c'est 1 781 000 euros de recettes. Donc, ils ont bien été titrés et ils ont été enregistrés au compte administratif 2023. Donc là, par contre, dans notre analyse, on les a retranchés pour avoir une lecture 2022-2023 plus sincère. Donc ça c'est une correction importante. On a aussi, l'année dernière, sur la décision modificative numéro 1, on avait retravaillé les écritures de l'acquisition du terrain et de la maison Cœur de Champaviotte, ex-Mapérichaud. C'est-à-dire que avant les écritures, c'était traduit comme une acquisition immobilière. Et maintenant, on le conçoit plutôt comme une dette à la métropole qu'on vient rembourser chaque année. Une dette totale de 2,2 millions, dont on a remboursé 325 000 euros en 2022 et 314 000 euros en 2023. Et donc, ensuite, le total des 2,2 millions, il est remis à jour en fonction du remboursement de la dette qui s'établira sur 7 ans. Donc ça, c'était un peu c'est les 3 modifications. On pourrait en rajouter une 4e qu'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire que là, on a les 2 courbes. La courbe en bleu des dépenses réelles de fonctionnement et la courbe en rouge, les recettes réelles de fonctionnement. Donc, on parle de dépenses sur les dépenses ou les recettes. On parle de dépenses réelles ou de recettes réelles quand on exclut les dépenses d'ordre ou les recettes d'ordre, qui sont des dépenses et des recettes qui ne font pas l'objet de mouvements financiers. Donc là, on s'en tient vraiment à ce qui est réellement encaissé ou ce qui est réellement sorti du compte de la ville. Donc, si on arrive en 2023, donc on est à 29 431 000 euros de recettes réelles de fonctionnement. Donc,
et 26 470 en dépenses. Donc, on voit qu'il y a une augmentation plus forte sur ces dernières années des dépenses réelles de fonctionnement que des recettes réelles de fonctionnement. Il y a un pic de recettes en 2022 qui est lié au recalcul du coefficient correcteur lié à la réforme de la taxe, de la suppression de la taxe d'habitation qui nous a généré une recette à partir de 2021 de 700 000 €. On ne l'a pas touché en 2021, donc en 2022, on a touché celle de 2022 plus le rappel de 2021. Donc c'est pour ça qu'il y a un pic au niveau des recettes réelles de fonctionnement à 29 387 000 en 2022. Voilà, donc les recettes réelles de fonctionnement après correction, donc c'est lié justement à cette correction liée aux 1 781 000 de recettes non titrées. Donc on a enlevé en 2022 et qu'on a rajouté en 2023. Non. Non, j'étais non titré en 2022, donc ouais, c'est ça. On les a rajoutés en 2022 et retirés en 2023. Donc, ce qui est important de voir, c'est la dynamique de ces courbes. Maintenant, si on s'intéresse aux recettes de fonctionnement, la répartition, en bleu, 43%, c'est impôts et taxes pour environ 13 millions d'euros. C'est impôts et taxes, c'est tous les impôts locaux, essentiellement de la taxe foncière pour nous, un peu aussi de taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui existe toujours, malgré la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Et puis on a d'autres taxes comme la taxe additionnelle sur les droits de mutation ou la taxe locale sur la publicité extérieure dans ce pavé bleu. En rouge, c'est les reversements de la métropole, c'est-à-dire que c'est l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire à hauteur de 7 millions qui ne varie pas d'une année sur l'autre. Sur les dotations et participations, en gris, c'est le fonds de compensation de la TVA, c'est une recette aussi de fonctionnement sur les dépenses d'entretien de fonctionnement et qui est bien dynamique puisqu'elle a augmenté. On avait budgété 50 000 €, et on a touché 131 000 €. On a aussi d'autres dotations dans ces 13%. On a la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à hauteur de 200 000 € et les compensations aussi d'exo de taxes foncières, soit liées à la division par deux des bases de taxes foncières des locaux industriels, ou alors l'exonération aussi de taxes foncières pour les logements sociaux. Ce qui reste en jaune, là, 20%, c'est surtout le produit de la tarification, le produit courant strict, c'est la tarification des services publics, que ce soit le sport, la piscine, que ce soit l'avant-scène, que ce soit la restauration scolaire, etc. Toutes les tarifications sont là-dedans. Donc ça, c'est pour lui donner une idée. Les produits financiers, c'est négligeable. Le produit exceptionnel aussi, produit de cession d'immobilisation. Donc voilà pour les recettes. Maintenant, si on regarde l'évolution, là, on a identifié la correction à apporter. Donc en 2022, on a rajouté ces 1 781 000. Donc c'est expliqué sur quel poste. Et en 2023, on a enlevé ces 1 781 000, mais pas sur les mêmes postes, justement à cause de la nomenclature M57, puisque 2022, c'était M14, 2023, c'est M57. Au global, il y a toujours 1 781 000 qu'on rajoute en 2022 et qu'on retranche en 2023, mais pas sur les mêmes postes. Ça, c'est pour faciliter, si jamais vous allez mettre le nez dans la M57, ça peut... et que vous comparez avec 2022, mais bon, il y a peu de gens qui vont faire les choses comme ça, mais c'est pour dire.
l'impact de changement de nomenclature comptable. Donc voilà pour ça. Si on regarde l'évolution des produits de fiscalité, donc effectivement, en 2022, les impôts directs locaux, après correction, ils intégraient 700 000 € de compensation de taxes d'habitation 2021 exceptionnelle. Et donc sinon, c'est pour ça que on a une augmentation importante de 19,8%. Donc sans cette recette exceptionnelle, on serait à 4,5%. Ouais, 4,5% en 2023 et 12,7% en 2022. Donc ça, c'est corrigé de cette recette de 700 000 € liée au recalcul du coefficient correcteur. Donc on a d'autres impacts. On a une bonne recette de taxe sur la consommation finale d'électricité. Ça, c'est une taxe qui existait sur les factures d'électricité des particuliers ou des professionnels. Elle a été supprimée et elle est remplacée par une part communale, une part communale de la TICFE. Bon, la TICFE, c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Maintenant, ça devient une dotation et donc elle a évolué de 1,5%. Et puis, elle a été indexée sur l'inflation. Donc, c'est pour ça, elle est dynamique et ça nous fait toujours une recette meilleure. On ne va pas s'en plaindre. Donc, par contre, la taxe additionnelle sur les droits de mutation, qui est dans le carré violet, en bas, c'est lié aux transactions immobilières et il y a une baisse des transactions. Le marché s'est bloqué avec le relèvement des taux et on perd quand même pas mal. On était à 800 000 € en 2022 et on est à 688 000 € en 2023. Donc voilà pour ce tableau. Ensuite, si on regarde, donc ça c'est la fiscalité directe locale. Donc pour nous, c'est beaucoup de la taxe foncière. Donc la taxe foncière qui touche aussi bien les locaux industriels que les locaux professionnels. Les locaux professionnels, c'est tous les locaux professionnels autres que les locaux industriels. Donc beaucoup, en ce qui nous concerne, de la grande et moyenne surface. Et les locaux d'habitation, et si on regarde la pyramide de droite, donc en gris, on a le total des bases de locaux d'habitation. Donc là, c'est la somme de toutes les valeurs locatives des locaux d'habitation, appartements, maisons. Ensuite, on a les locaux professionnels. Donc pour les locaux d'habitation, ça représente quand même 65% de la base globale imposable de la ville. Et ensuite, on a les locaux professionnels à hauteur de 7,7 millions à peu près. Et ensuite, les locaux industriels à hauteur de 3 millions. Donc, si on regarde la revalorisation forfaitaire des bases de 7,1%, elle a impacté les locaux industriels et les locaux d'habitation. Pour les locaux professionnels, c'était 0,8% puisque ça évolue différemment. Ensuite, la dynamique physique, c'est-à-dire l'accroissement du périmètre des logements ou les nouvelles constructions qui augmentent les bases. Pour les locaux industriels, ça a diminué puisque Raymond, il a démoli un bâtiment, il va reconstruire, mais en attendant, il a démoli et on perd de la taxe foncière. Et Raymond, c'est quand même un gros contributeur puisque en 2021, il versait à la ville 880 000 de taxes foncières. Donc, dès qu'il démolit un local, ça se ressent. Mais il va reconstruire, donc ça devrait peut-être superformer que ce qui réglait comme taxe foncière jusqu'à présent. Sur la dynamique physique sur les locaux professionnels de 25%, sur les locaux d'habitation, ça augmente de 1,19%. Et donc, au total, on peut voir, c'est quand même sur les locaux d'habitation qu'il y a le plus gros impact, 8,29%. Donc voilà pour cette
fiscalité. Ici, on a noté un peu des évolutions notables en recettes réelles de fonctionnement. On a des produits CAF intéressants. Hein. On est passé de 174 000, non, on a augmenté de 174 000 euros à 2 millions d'euros à peu près. C'est lié au cumul d'un financement de la convention territoriale globale qui a succédé au contrat enfance-jeunesse. Donc à un moment, il y a eu un chevauchement des financements. Ça a boosté un peu ce produit CAF. On a du FCTVA de fonctionnement. Le FCTVA, c'est le remboursement en gros de la TVA avec 2 ans de décalage sur des dépenses de fonctionnement. Il y en a aussi en investissement. Mais là, maintenant, on commence à en avoir en fonctionnement. Et bon, c'est une recette un peu exceptionnelle puisqu'elle a fortement augmenté, plus 95 000 euros jusqu'à 131 000 euros. On a aussi une subvention de l'État sur la bibliothèque, c'est le renouvellement de la collection des bibliothèques, donc 123 000 euros, c'est également exceptionnel. On a des recettes des familles pour le périscolaire et le scolaire en augmentation. C'est lié aussi à la restauration scolaire et la pause méridienne, plus 58 000 euros à 863 000 euros. Des recettes à caractère culturel, hein, c'est le dynamisme de l'avant-scène qui a une programmation attractive qui augmente de 51 000 euros à 546 000 euros. Et les recettes à caractère sportif, c'est aussi la piscine intercommunale du Néron qui est également très attractive. Même si ces recettes, 311 000 euros, on ne fait que les regarder passer puisqu'on les reverse au CIVOM, puisque le CIVOM bénéficie de notre régie de recettes. Mais ce ne sera pas toujours le cas, je crois que ça devrait changer. Si on regarde les dépenses, de fonctionnement, la répartition, un total de 26 470 000 euros, s'il vous plaît. Oui, donc la grosse partie, c'est les charges de personnel qui représentent 70%, à peu près 18 390 000, on reviendra dessus. Ensuite, des charges à caractère général en rouge qui représentent 20%. Les charges à caractère général, c'est les dépenses de fluides, eau, combustible, carburant, électricité, c'est l'alimentation, les transports, l'impression, des achats de prestations de services, de fournitures, de l'entretien de bâtiments, de la voirie, etc. Donc, pour ces 20% des dépenses, à hauteur de 5,4 millions, et les autres charges de gestion courante, 9% en bleu, ça concerne les subventions aux associations, et notamment la subvention CCRS à hauteur de 1,4 million, et aussi les indemnités des élus. Donc là, on arrive à 99% sur ces 3 postes. Bon, le reste, c'est dans atténuation de produits, on a la cotisation au fonds de péréquation intercommunale de 160 000 euros. Si on regarde l'évolution des dépenses, avec ou sans inflation, donc en bleu, c'est avec l'inflation, en rouge, sans inflation, on a le tableau en dessous. Et donc, on peut voir les différentes évolutions, c'est-à-dire que à prix constant, sans inflation, en 2023, on aurait 1,4% d'augmentation, mais avec l'inflation, on arrive à 5%, avec une inflation à 3,64%, on arrive à 5% d'augmentation par rapport à 2022. Maintenant, si on regarde les dépenses de gestion courante, donc on a les charges à caractère général. Donc, sur ces charges, oui, il y a une neutralisation des travaux de tennis suite au sinistre en 2022. Donc, on a une évolution 22-23, plus 2,2%.
après correction. On a aussi des autres charges de gestion courante en jaune qui augmentent de 174 000 € et le versement au CCRS de la totalité de la subvention, plus 130 000 €. Dans ces charges de gestion courante, donc on a les versements aussi des subventions aux associations, au CCRS. On a les dépenses d'informatique en nuage et les indemnités des élus. Donc voilà, les charges de personnel en rouge, c'est 18 390 000 €, en augmentation de 5,4%. Et donc, on verra plus loin de quoi il retourne exactement dans ces 18 390 000 sur la diapo suivante. On a classé cette augmentation des charges de personnel sur 2 colonnes. À gauche, c'est les facteurs exogènes. Donc, c'est un peu la contrainte extérieure. C'est-à-dire que en jaune, pour 130 000 €, c'est la valeur du point qui a augmenté de 3,5%, qui a impacté. Ensuite, en rouge, 190 000 €, c'est ce qu'on appelle glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire c'est le changement d'échelon ou de grade des agents lié à l'ancienneté. En gris, 40 000 €, c'est l'augmentation du SMIC qui a évolué 2 fois, en janvier et en mai, pour tenter de rattraper l'inflation. 40 000 € en orange, c'est des reclassements d'agents. Et 73 000 €, c'est des postes d'infirmières, 1,82 équivalent temps plein en crèche. C'est une obligation liée à la loi ASAP. Sur l'autre colonne de droite, les facteurs endogènes, on a 166 000 €. Donc, c'est une évolution de périmètre annoncée dans le budget prévisionnel 2023, c'est-à-dire un poste bibliothécaire, un poste d'ATSEM lié à l'ouverture d'une classe, la réorganisation et du renfort pour enfance-jeunesse et un demi-poste dans le cadre d'un dispositif de la CAF qui s'appelle Aller vers les jeunes. Et également, on a la hausse du nombre d'apprentis qui impacte les charges de personnel. En vert, l'évolution, c'est l'évolution 2022-2023 des effectifs pourvus, des postes vacants en 2022 qui ont été pourvus ou des remplacements pour arrêt maladie, renfort et d'autres missions temporaires par rapport à ce qu'on avait fait en 2022. En violet, donc c'est l'indexation du RIFSEP sur l'inflation à 70 000 €. Et ensuite, le dernier pavé en rouge, 38 000 €, c'est la hausse du soutien au personnel dans le cadre de la mutuelle des agents, les assurances ou les transports. Donc voilà, en gros, la répartition de cette augmentation de charges, de cette évolution, qui est pour un total de 937 000 € et un total de charges de personnel à 18 390 000 €. Maintenant, si on s'intéresse à l'épargne, donc on a une épargne brute. Bon, si on regarde la ligne épargne brute après correction, en 2023, on a 2 933 000 €, c'est encadré en rouge. Donc en 2022, effectivement, on avait eu un pic, un reversement exceptionnel des 700 000 €, 704 000 € lié au recalcul du coefficient correcteur, et puis son effet pérenne. Donc c'est pour ça, ça faisait 2 fois 704 000 €. Bon, maintenant, on les touche qu'une seule fois, c'est normal. Et donc, on est redescendu à 2 933 000 €. Bon, c'est vrai que
globalement, on est plutôt sur une tendance baissière de l'épargne, hein, si on regarde depuis 2018. On avait programmé 1 972 000 au budget prévisionnel 2023, mais là, à l'époque, on n'était pas au courant de la revalorisation du coefficient correcteur, donc on n'avait pas inclus ce surplus de recettes de 704 000 euros. Sinon, on n'aurait pas été très loin de la prévision. L'évolution des taux d'épargne, donc effectivement, le taux d'épargne brut, hein, c'est l'épargne rapportée aux recettes réelles de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement, ce qui est un peu la même chose. Donc, c'est à peu près 10% des recettes de fonctionnement. Donc, on voit que ça diminue, hormis le pic 2022, hein, lié toujours au recalcul du coefficient correcteur. Et en épargne nette, c'est-à-dire que quand on a l'épargne brute, c'est le solde qui reste entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement, y compris les intérêts des emprunts. Et l'épargne nette, c'est ce qui reste une fois qu'on a remboursé le capital annuel de l'emprunt. Donc, c'est vraiment une ressource d'autofinancement pour financer les dépenses d'investissement hors remboursement de la dette. Donc 9,3%, c'est quand même intéressant. Donc maintenant, si on regarde les investissements, l'évolution des dépenses d'équipement. Donc là, on a une courbe, les dépenses d'équipement de la ville. Donc les dépenses d'équipement, ce sont des dépenses d'investissement, mais sans les dépenses financières liées au remboursement d'emprunt. Donc c'est quand même le cœur des dépenses d'investissement. Donc, on est à 4 millions en 2023. Et donc, si on reprend, par exemple, bon, on est arrivé en 2020. En 2020, bon, c'était encore un budget de l'exercice précédent. Et en 2021, on était à 4 463 000. Depuis, en 2022, ça a baissé. Et maintenant, on redémarre. C'est un peu un schéma traditionnel de nouvelle équipe qui arrive au conseil municipal. C'est-à-dire, au départ, on est plutôt sur des dépenses d'investissement qui ont été votées dans le budget précédent, des recettes, des restes à réaliser du mandat précédent. Et ensuite, on est en phase d'étude. Et ensuite, quand on lance des marchés de travaux importants sur des dépenses d'investissement, donc ça remonte. Et, ça devrait remonter encore en 2024 au regard de ce qu'on avait programmé au BP 2024. Donc le taux de réalisation en 2022, il était de 71%, et en 2023, il était à 69%, donc ça fait une moyenne de 70%. Et sur le taux de financement, c'est-à-dire les subventions reçues par rapport aux dépenses d'équipement, là, on augmente puisqu'on était à 16% en 2022 et on est à 19% en 2023. Donc les dépenses, le total des dépenses d'équipement, c'est un peu plus de 4 millions. Si on retranche de ces 4 millions les subventions d'équipement versées, que ce soit les fonds de concours à la métropole pour la voirie, que ce soit les attributions de compensation d'investissement liées par exemple à la compétence médiation de la métropole ou les dépenses liées aussi aux opérations murmures et les aides qu'on peut fournir aussi parfois aux bailleurs sociaux qui construisent des logements sur la ville. Donc tout ça, c'est retranché, c'est les subventions d'équipement versées, et il reste les dépenses d'équipement direct pour 3,8 millions, et donc elles se répartissent sur
le camembert à gauche, avec des travaux sur bâtiments et construction à 56%. Donc plus de la moitié, c'est des marchés de travaux. Pour 24%, c'est des véhicules, du mobilier, du matériel, des installations. Pour 14%, des acquisitions et des agencements de terrain. Et pour 5%, des études, des concessions et des droits similaires. 1%, les réseaux de voirie. Voilà pour cette répartition des dépenses d'équipement. Maintenant, comment elles se traduisent. Donc, effectivement, on a des travaux sur bâtiments et constructions à hauteur de 2 122 000. Par exemple, sur végétalisation de groupe scolaire La Montade, de la cour d'école, ou les travaux du groupe scolaire Roche-Plaine, ou sur l'école de la Gare, et également sur l'école du Pont-de-Vence. On a aussi, bon, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas tout citer. En deuxième, on a aussi des dépenses sur l'immobilier, les matériels, les installations, 922 000 euros. On a aussi les travaux sur terrain et agencement, 538 000 euros. Sur, là, on retrouve l'acquisition du tellement Kurt-Champ-Paviotte, 314 000 euros. Des aires de jeu, le drainage du terrain de rugby, l'éclairage public. Et on a d'autres. Le chapitre 20, immobilisation incorporelle, ça, ce sont des études ou aussi des licences de logiciels. Donc voilà pour les principales dépenses d'équipement. Si on s'intéresse maintenant au financement des investissements, donc on a vu l'épargne nette. Donc l'épargne nette, c'est ce qui reste de la section de fonctionnement une fois qu'on a remboursé l'annuité de la dette. Et donc on a d'autres sources de financement liées au fonds de compensation de la TVA en investissement ou liées à des subventions. Et ce qui fait que le besoin de financement, il est à hauteur de 2 648 000. Donc on voit qu'on a une épargne nette qui est supérieure aux besoins de financement à hauteur de 82 000 euros. Donc et ce 82 000 euros, ils vont venir dans le fonds de roulement puisqu'on n'en a pas besoin. Donc voilà pour le financement des investissements. Donc on voit le fonds de roulement de 2023 par rapport à 2022. Donc il est en augmentation et il passe de 14 466 000 à 15 548 000. Donc ce qui est quand même intéressant puisque c'est pratiquement 6 mois de dépenses de fonctionnement. Donc on essaye d'avoir au moins de l'utiliser en gardant quand même au moins 2 ou 3 mois pour servir de trésorerie. Et là, on voit qu'on est largement au-dessus. Donc, et depuis le début du mandat, on était arrivé en 2020, donc on avait voté le compte administratif 2019 où on avait constaté un fonds de roulement de 14 322 000 et maintenant on est à 14 548 000. Donc, si on tient compte de l'inflation, il a peut-être baissé, mais en euros constants, finalement, on est au même point à peu près. Donc on peut dire qu'on n'a pas trop utilisé le fonds de roulement, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce haut niveau de fonds de roulement et de continuer à investir. La dette, ouais. Le tableau en dessous, c'est la dette. Donc ça, c'est ce qui reste du stock de dette. Donc c'est pareil, hein, il diminue régulièrement et on n'a plus qu'1 million à rembourser. Et si on regarde maintenant
dernier tableau, je crois. Donc ça, c'est l'encours de la dette. Donc sur 2023. Donc oui, en bleu, c'est l'encours de la dette propre de la ville. Donc en 2023, on est sur la ligne 1 million. En rouge, c'est l'encours de la dette récupérable de Grenoble-Alpes Métropole, c'est-à-dire que lorsqu'on avait fait le transfert de la voirie, on pouvait pas transférer les emprunts contractés affectés à la voirie. Alors la métropole nous les rembourse, donc avec les intérêts. Donc on a un encours de dette nette récupérable qui est en gris, c'est-à-dire que en 2023, l'encours de dette au 31-12 en bleu, il était à hauteur de 1 million. La dette récupérable, c'était 465 000 euros. Et donc, le stock de dette nette, c'est 554 000 euros, fin 2023. Donc, voilà pour ces diapos. Donc, en conclusion, on voit que en 2023, on a toujours quand même une inflation importante, à hauteur de 3,6%, qui a impacté nos dépenses, nos charges générales, ainsi que les charges de personnel, puisqu'il a fallu augmenter à plusieurs reprises le SMIC et puis le point d'indice sur décision gouvernementale. Et côté recettes, même si on a une revalorisation forfaitaire des bases de valeur locative qui ont quand même augmenté autour de 7,1%. On a aussi des recettes liées à des dotations de l'État ou des versements de la métropole, l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire qui n'augmente pas. Donc, au final, les dépenses augmentent plus vite que les recettes. C'est ce qu'on a vu sur la première courbe. Mais finalement, on s'en sort plutôt bien puisqu'on réussit à conserver une épargne à 3 millions, une épargne brute à un peu moins de 3 millions d'euros, avec un taux d'épargne brute à 10%, d'épargne nette à 9%. Et on réussit à financer nos dépenses d'investissement sans augmenter le taux communal de la taxe foncière et sans recourir à l'emprunt et sans non plus utiliser le fonds de roulement. Donc c'est plutôt une bonne année quand même. Il y en a d'autres qui s'en contenteraient. Donc voilà pour ce compte administratif. Maintenant, je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette question. Merci Pascal. Monsieur Coiffard. Merci, Monsieur Metton. Donc le compte administratif, même s'il était parfait, étant donné que nous avions voté contre votre budget et que le budget et le compte administratif est une application du budget, il serait étonnant que nous votions ce compte administratif, même s'il était parfait. Et on a quand même alors on pourrait aller dans le détail parce qu'effectivement un compte administratif c'est très détaillé et vous en avez fait qu'en effleurer les choses sur cette présentation. On en a retenu quand même deux points, deux questions qui méritent d'être débattues ou en tout cas soulevées. La première, et c'est un point dont on avait déjà parlé lors du budget, c'est les deux courbes que vous présentez sur l'évolution des dépenses et des recettes. Et on n'a pas vu entre le vote du budget et les discussions qu'on a eues lors de ce budget et les constats qu'on a pu partager, même avec le maire là-dessus, d'évolutions qui permettraient d'infléchir
le fameux effet ciseau qu'on voit arriver. Alors, vous allez peut-être nous répondre que tout sera corrigé dans le prochain budget, on en discutera à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement constater. Il y aurait pu aussi y avoir des éléments de correction pendant l'année, parce que c'est quand même pas rien d'avoir ces deux courbes qui se croisent. Et même si pour l'instant, ça reste, vous l'avez dit, la santé financière de Saint-Égrève est tout à fait maintenue et on n'a pas de questions là-dessus. Néanmoins, c'est des choses qui se lisent sur l'avenir et on sait que les finances d'une ville et la façon c'est un gros paquebot. Et si on veut le modifier, c'est pas juste au moment où les courbes se croisent qu'il faut faire quelque chose. Et là-dessus, en tout cas, on n'a rien vu et rien lu entre le budget et le CA. C'est une première question, une première remarque. La deuxième, c'est le taux de réalisation de 69%. Qui nous paraît quand même faible. Ça veut dire que, si on comprend bien, ça veut dire qu'il y a 30% des projets inscrits au budget qui, en fait, ne sont pas réalisés. Et alors, ça interroge quand même. Est-ce que finalement, le budget, c'est simplement un endroit où on va faire une politique d'affichage en disant on va faire ça, ça, ça et ça, et après, on se rend compte que pour X ou Y raison, on ne les fait pas. C'est nous ce taux de 70%, enfin même un peu moins de 70%, il nous interroge. Alors est-ce que en commission la réponse était que ça vous paraissait normal? Alors on peut avoir un tas d'explications. Il y a aussi des réponses dans le document là sur les réponses de la métropole notamment qui peuvent être un peu longues, mais est-ce que ces 30% sont expliqués par ces réponses, ces non-réponses de la métropole ou d'autres, ou est-ce qu'on a d'autres explications là-dessus? Et est-ce que, pareil, dans le budget précédent, dans le budget suivant, on pourra corriger ça afin d'avoir un budget finalement plus sincère entre ce qui est annoncé et ce qu'on imagine pouvoir réaliser? Merci. Ok, merci Monsieur Coiffard. Pascal, tu veux répondre? Je réponds. Sur le taux de réalisation, on a des restes à réaliser aussi, j'en ai pas parlé, à hauteur de 3,7 millions. C'est-à-dire on programme un budget prévisionnel. Ensuite, on essaye de planifier ça aussi avec le bureau d'études. Et ils ont beaucoup d'affaires à traiter en parallèle à la fois. Il y a un planning, il y a un planning au plus court et au plus tard, au plus tôt, au plus tard. Hein, quand on fait de la planification, c'est ça. Donc, et parfois, il y a des appels d'offres, il y a des réponses infructueuses. On lance un appel d'offres, il peut y avoir qu'un seul soumissionnaire qui réponde, ou il peut y avoir personne même qui répond. C'est très compliqué parfois. Donc, ça peut arriver qu'on prend du retard. C'est des choses, c'est toute la difficulté de faire d'arriver à planifier de façon réaliste, avec des paramètres qu'on maîtrise pas forcément. Il peut y avoir un type de prestation qu'on demande qui est difficile à trouver, des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit meilleur sur cette question, mais à mon avis, il y a une limite qu'on ne pourra pas dépasser au niveau du taux de réalisation. Je ne sais pas à combien elle se situe, si c'est 80%, 90%, je ne sais pas quels sont les meilleurs taux de réalisation, mais bon, on y travaille. Si tu permets, je vais compléter. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'on a changé d'époque, qu'on n'est plus à l'époque des grands projets. On est alors, au jour d'aujourd'hui sur une multitude de petites opérations. Madame Mancini, elle le voit passer un certain nombre d'opérations à la commission d'appel d'offres. On aurait pu avoir un grand projet si on avait poursuivi ce qui était prévu sur le centre de santé. Et dans ce cas-là, on aurait eu un investissement de 2 millions d'euros dès le début du mandat. On a fait le choix d'avoir un investisseur qui va investir à notre place et c'est pas plus mal. On est sur une période où on multiplie un certain nombre d'opérations
pas très importante. On a les problèmes de bande passante au niveau de nos services, ça c'est sûr. Ça complexifie les opérations. On a quand même des problèmes de réponse aux appels d'offres. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Puis on le voit dans d'autres instances ensemble sur des surcoûts, sur des opérations. On est dans un contexte qui a changé, effectivement. Un peu d'inflation, une multitude d'opérations. Moi, je rêverais d'être encore à l'époque où on avait l'avant-scène et où on avait un taux de réalisation bien calé, bien prévu, etc. On n'est plus là-dessus au jour d'aujourd'hui. On se fixe comme objectif, je reconnais que ce n'est pas élevé, hein, et je m'attendais à votre question, de toute façon, d'autant plus qu'on est 2 points en moins que l'année dernière et que vous aviez posé la même question, c'est sûr. J'aurais fait la même chose à votre place. Ce n'est pas très élevé, on suit les opérations, mais on a un contexte qui n'est pas favorable, c'est sûr. Et quant à l'effet ciseau, l'effet ciseau, bien sûr qu'on apporte des corrections, mais elles ne sont pas radicales. L'effet ciseau, on le surveille de près. Quand on dit, par exemple, qu'on a des concours sur des opérations en financement d'opérations, on recherche des financements. Voilà. Après, diminuer les charges, vous savez comme moi que quand le budget de fonctionnement il est à 70% sur des charges de salaire, qui a eu les indexations très très fortes quand même qui sont survenues. Là aussi, on a créé quelques postes. On y reviendra plus tard d'ailleurs sur ces histoires de création de postes quand on parlera du poste de chef de projet santé. C'est quelque chose qu'on surveille. On est bien d'accord avec vous pour dire qu'on ne peut pas laisser ça continuer. Le travail qui a été fait sur l'éclairage public nous a permis d'économiser un certain nombre de charges qui sont complètement exogènes et qu'on ne pouvait pas maîtriser autrement. C'est quelque chose qu'on suit fortement et l'effet ciseau, on retient bien votre vocabulaire, on l'a bien en tête, effectivement. Je rebondis juste par rapport à une réponse de M. Metton. Ce qui est marqué dans votre document, puisque vous en parliez, le taux, ce taux-là, il est hors reste à réaliser, justement. Les restes à réaliser sont importants, mais dans le taux qui a annoncé, qui est même de 65,8, c'est hors ces restes à réaliser. Et on note bien que vous avez pris en compte tous ces éléments qui sont pas forcément dus ni à la ville de Saint-Égrève, ni à votre politique, mais néanmoins ils existent et on a noté que vous les preniez en compte et donc on s'attend tout naturellement à ce que le budget prochain donne les éléments correctifs parce qu'effectivement vous avez créé des postes, alors on en reparlera peut-être, mais sur une masse de 70% c'est le gros paquebot justement, et ce qui rigidifie encore les choses. Donc on est curieux de voir les actions que vous allez nous proposer pour le budget suivant. Alors, il est bien évident qu'on ne vous proposera pas une réaction sur les frais de personnel, parce que de toute façon, mais on n'ira pas créer de postes supplémentaires. Après, quand vous regardez l'incidence des créations de postes par rapport à l'effort qu'a fait la ville en début de mandat sur le RIFSEP, par rapport à la délibération qui sera représentée tout à l'heure sur des éléments de salaire également, voilà, ok, il y a eu on en parle à chaque budget, puis on en parle à chaque compte administratif, mais l'effet création de poste, et puis c'est votre rôle, hein, moi je l'ai eu ce rôle avant, l'effet création de poste, il n'est pas déterminant par rapport à l'augmentation des charges de salaire. D'autres prises de parole? Ok, merci. Donc, et contre. Donc, 6 contre parce que vous n'avez pas de pouvoir, hein, c'est ça. Excusez-moi, 5 contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, ce compte administratif est approuvé. Je vous propose qu'on passe à la suite du conseil. Ben voilà, on n'a même pas besoin d'aller chercher le maire.
Bon, bah, me revoilà. Donc, on va continuer la troisième délibération et c'est l'affectation des résultats. Ça, vous avez fait ou pas? Non, vous l'avez pas fait, hein. Donc, il faut affecter les résultats. Pascal? Oui, donc la délibération numéro 3, c'est l'affectation des résultats constatés au compte administratif sur l'exercice 2023. Donc, on a un résultat cumulé d'exploitation à la clôture de l'exercice 2023 qui s'élève à 5 377 332,97 € et qui se décompose en résultat d'exploitation propre à l'exercice, 3 768 353 € et un résultat d'exploitation reporté des années précédentes, 1 608 979 et 20 centimes euros. Donc, il est positif. On a un résultat global cumulé d'investissement à la clôture de l'exercice 2023 qui s'élève à 9 170 382,56 € avec un solde des restes à réaliser en investissement pour un montant de 3 715 827,55 €. Donc, c'est négatif parce que c'est une charge, c'est une dépense. Donc, à la clôture de l'année 2023, la section d'investissement ne fait pas apparaître de besoin de financement. Le résultat d'exploitation est donc libre d'affectation, soit un résultat d'exploitation reporté au compte 002, soit en excédent de fonctionnement capitalisé au compte 1068. Et donc le maire propose au conseil municipal d'affecter le résultat d'exploitation cumulé pour sa totalité en report à nouveau à la section d'exploitation au 002 en recettes, soit 5 377 332,97 €. Donc voilà pour ce résultat d'exploitation cumulé qui reste en section d'exploitation, ce qui est une chose qu'on fait depuis 2 années, alors qu'avant, il basculait en investissement sur le compte 1068. Voilà. Donc, on vous demande d'approuver cette affectation du résultat d'exploitation cumulé au compte 002. Merci, Pascal. Les prises de parole? Non. Des oppositions concernant cette affectation? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et comme c'est un peu ta soirée, Pascal, je te propose de garder la parole pour le budget supplémentaire ou ce qu'on appelle la décision modificative numéro 1. Donc, le budget supplémentaire. Alors, si on s'en tient à la définition de l'instruction budgétaire et comptable M57, on a un diaporama. Evelyne, si vous trouvez la diapo, ce serait sympathique. Non. Bon, on va faire ça alors. Oui. Donc, le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles si les résultats n'ont pas fait l'objet d'une reprise anticipée au budget prévisionnel. Il ne peut être adopté qu'après le vote du compte administratif de l'exercice précédent dont il intègre les résultats. Il comprend les reports provenant de l'exercice précédent, ce qu'on appelle les restes à réaliser, des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif du même exercice et éventuellement des dépenses et recettes nouvelles. Donc voilà, en gros, tout ce qu'on peut trouver dans un budget supplémentaire, c'est-à-dire les résultats cumulés des exercices précédents, les restes à réaliser et des dépenses et des recettes nouvelles. Donc on va voir ce qu'on trouve dans notre budget supplémentaire. Donc, l'article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté en compte administratif
est repris à cette session, sauf si le Conseil en décide autrement. Donc c'est ce qu'on a fait. Le résultat de fonctionnement reste en fonctionnement au chapitre 002. Donc maintenant, si on regarde un peu, donc ce budget supplémentaire 2024, donc il est équilibré en fonctionnement à hauteur de 5 553 000 euros et en investissement à hauteur de 9 076 000 euros. Donc le budget supplémentaire, il vient se rajouter au budget primitif 2024 qui a été voté à la fin de l'année dernière, je crois. Et donc, si vous ouvrez la nomenclature M57, vous verrez qu'il y a une colonne où on rajoute, il y aura une colonne, il y a une colonne pour le budget, pour le BP 2024 et il y a une colonne pour inscrire le budget supplémentaire 2024. Donc, il va venir s'ajouter. Alors, la première des recettes en vert, c'est le report des excédents cumulés de fonctionnement, inscrit au chapitre 002, comme on vient de le voir, 5 377 000 euros. Ensuite, on a une reprise pour dépréciation d'actifs. Bon, une provision, c'est une charge, c'est ce qu'on appelle une dépense d'ordre, c'est-à-dire c'est une dépense qui ne fait pas l'objet d'un décaissement. C'est pour faire face à un risque réel qu'on estime. Donc, on constitue cette charge qu'on appelle une provision, hein, mais qui ne sert que si le risque est avéré. Et si le risque n'est pas avéré, ne se produit pas, on peut faire une reprise de provision. Donc, c'est ce qu'on fait, puisque là, c'était une dépréciation d'actifs concernant l'assainissement et comme ça a été transféré à la métropole, le risque a disparu et on peut reprendre cette provision à hauteur de 139 000 euros et ça devient une recette de fonctionnement qu'on peut utiliser pour faire une nouvelle provision pour risque et contentieux, puisque la comptabilité M57 encourage à créer une provision que nous, on va faire à hauteur de 60 000 euros. On a aussi des versements et des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros. Là, il s'agit d'un litige avec la société Estoril sur le Cassadi, entre la ville et la société Estoril, et donc qui date depuis pas mal d'années, bien avant qu'on arrive. Et donc là, il y a eu une décision de justice et la ville a été condamnée. Elle doit verser 50 000 euros de frais. Et donc ensuite, oui, donc on a une dépense de 16 000 euros de fonctionnement. C'est le supplément de FPIC. Hein. Le FPIC, c'est le fonds de péréquation intercommunale. C'est un fonds qui permet de rééquilibrer les recettes entre les intercommunalités, entre celles qui ont des grosses recettes fiscales, qui sont dites riches, et celles qui en ont beaucoup moins, qui sont dites défavorisées. Et donc, quand l'interco a plutôt de grosses recettes, qu'elle est riche, toutes les communes de la métropole cotisent à ce fonds qui ensuite va être redistribué vers les intercommunalités qui manquent de recettes. Donc là, c'est un reliquat du FPIC 2023 à hauteur de 16 000 euros. On a aussi un remplacement de personnel à l'avant-scène, donc personnel Guzo, qui à hauteur de 15 000 euros lié à un arrêt maladie. On a aussi donc ça, on avait vu ça lors du conseil municipal précédent, c'est-à-dire que la subvention du planning familial qu'on avait inscrite en investissement, finalement, il faut la basculer en fonctionnement. Donc on l'efface moins 3 000 euros en dépenses d'investissement et on l'inscrit en dépenses de fonctionnement. Là, on a des dépenses liées à un sinistre avec
l'indemnisation par l'assurance en recettes. Ensuite, on a le projet Erasmus. Je vais laisser Éléonore Casazian-Balessas nous en parler. Attends, oui, Éléonore, vas-y. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, parmi les bonnes nouvelles de ce budget supplémentaire, on a une bonne nouvelle qui nous vient de l'Union européenne puisque le projet de Erasmus de la ville a été sélectionné et on sera donc subventionné à hauteur de 33 664 € pour notre projet. Donc, il y a une petite coquille en page 6, mais c'est bien ce montant-là. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'accueillir des jeunes de 18 à 25 ans la semaine du 12 au 17 juin prochain pour des Olympiades avec toutes nos villes jumelées. Donc, c'est un projet qui a pour but que les jeunes Saint-Égrévois rencontrent leurs homologues européens par le sport, parce qu'avec la vertu universelle qu'on lui connaît. Donc, il y a évidemment nos éducateurs sportifs municipaux qui sont mobilisés, mais évidemment aussi toutes nos associations sportives, et on les remercie pour ça. Et ils auront aussi les jeunes auront aussi des moments de plus de travail ou en tout cas de débat sur l'égalité femmes-hommes dans le sport, notamment, et de culture avec des visites toujours autour des Jeux Olympiques, mais surtout des Jeux Olympiques de Grenoble, du coup, dans l'agglomération. Et ça se veut être vraiment inclusif, ouvert à tous, et vraiment le but qu'ils se rendent compte. Et on remercie l'Europe pour la subvention qu'ils nous accorde. Très bien, merci Éléonore. Merci Éléonore. Je continue. Donc, on a aussi le reste divers, 75 000 €. Il faut aller voir dans le détail dans la note de présentation et la M57. Sinon, après, on a donc l'autofinancement prévisionnel du fonctionnement vers l'investissement. Donc ça, c'est une dépense d'ordre en quelque sorte. Chapitre 023. Donc c'est pour transférer cet excédent de fonctionnement en recette d'investissement. Donc on retrouve le chapitre, donc on appelle ça une dépense d'ordre de transfert, c'est-à-dire d'ordre parce qu'elle ne fait pas l'objet d'un décaissement, et de transfert puisqu'elle passe de fonctionnement en investissement. Et donc ça devient une recette d'investissement. Ensuite, donc on peut s'en servir pour financer les restes à réaliser 2023 à hauteur de 3,7 millions. Donc en recette, on a inscrit aussi l'excédent cumulé d'investissement au chapitre 001 pour 9 170 000 €. Donc là, on a les travaux du terrain de boulodrome à 48 qui sont financés par la participation d'AREA. Donc Éléonore, si tu veux nous expliquer de quoi il retourne. Oui, donc en un mot, simplement, vous savez que nous sommes en train de construire des terrains de boules extérieurs à côté du boulodrome. Et donc, AREA va s'engager à hauteur de 66 000 € pour réaliser l'aménagement paysager extérieur autour, on va dire, des terrains. Et donc, les plantations auront lieu à l'automne 2024. J'en profite pour vous rappeler que l'inauguration des terrains de boules extérieurs aura lieu le 28 juin à 18 h avec la section boules de l'Union sportive de Saint-Égrève en amont de leur tournoi international qui aura lieu tout le week-end. Voilà. Merci, il fera beau. À toi, Pascal. Merci. Pour finir. Ensuite, on a des dépenses de 95 000 €. C'est du matériel informatique et des logiciels. On a une correction de l'anomalie du montant de TVA, une dépense de 16 000 €. On a du transfert entre chapitres 20, 21, 22, 28. Donc là, c'est moins 42 000 € plus 42 000 €, ça fait 0. Donc ça, c'est le changement d'écriture. Divers pour 500 €. Et ensuite, les deux derniers pavés en orange.
Donc là, on annule l'emprunt d'équilibre qu'on avait inscrit au BP 2024, puisque quand on fait le BP, on ne peut pas utiliser les résultats puisqu'on ne les connaît pas. Donc, on inscrit un emprunt d'équilibre pour financer l'investissement. Et là, maintenant qu'on a intégré les résultats, on n'a plus besoin de cette inscription d'emprunt. Donc, on l'efface, moins 5 537 000 euros. Et donc là, on a quand même un gros budget supplémentaire à hauteur de 9 millions, puisqu'il y a l'excédent cumulé d'investissement. Comme on ne peut pas tout dépenser, on inscrit dans une enveloppe de dépenses qui ne sera pas forcément utilisée, des crédits de travaux en cours non affectés à hauteur de 5 186 000. Donc, c'est pour équilibrer la section d'investissement à hauteur de 9 76 000, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Donc, voilà pour ce budget supplémentaire 2024. Donc voilà, donc j'ai tout expliqué un peu ce qu'il était question dans la délibération. Et maintenant, je crois qu'on peut passer au vote. Je crois, Pascal. Merci. Merci pour ton explication. Elle est bien détaillée et pour les interventions aussi d'Éléonore. Monsieur Coiffard. Merci une nouvelle fois, Monsieur Metton, et à double voix cette fois-ci, et que Madame Casagian-Balestas. On a toujours un peu de mal avec ce budget supplémentaire, mais dans la compréhension, parce qu'on a l'habitude de voir des DM et donc de raisonner comme ça. Et c'est vrai que là, quand on se dit, alors DM, c'est une modification, et quand on voit plus 9 millions de modifications, on se dit ça fait une sacrée modif. Mais c'est pour ça, après, en regardant, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont techniques. Et donc, tout le travail qui a à faire, c'est d'arriver à sortir finalement tout ce qui est technique pour ne voir que le côté politique de la chose. Ce que vous avez modifié, ce qu'il y a en plus, en moins, c'est des projets que vous avez développés ici, et il y en a finalement assez peu, et c'est des projets sur lesquels on n'a pas d'avis contraires, que ce soit Erasmus, que ce soit les terrains aménagés par AREA, tant mieux. Néanmoins, nous allons voter contre ce budget supplémentaire, tout simplement parce que c'est la reprise du budget principal, et il ne serait pas forcément cohérent de voter contre le budget et de voter pour ce budget supplémentaire. Donc, en cohérence, nous allons voter contre ce budget supplémentaire, mais absolument pas contre le projet Erasmus, par exemple. En définitive, vous votez contre. Mais on a entendu vos arguments. Très bien. Donc, on va passer au vote sur ce budget supplémentaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, 6 oppositions. 5, pardon. Ah oui, il n'y a pas de... Excusez-moi, il y a une absence. Donc, 5 oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, qui est pour? Donc, le reste du conseil municipal, 27. Je vous remercie. Et c'est la présentation du contrat local de santé et la convention et la signature avec l'Agence régionale de santé. Je passe la parole à Françoise Furava. Rebonsoir. Alors, ça me fait bien plaisir de parler santé un petit peu, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet. En octobre 2021, presque au début du mandat, enfin pas tout à fait, on avait délibéré sur une délibération cadre. Alors, je sais que vous n'aimez pas les délibérations cadres, sur un plan municipal de santé. Vous vous étiez abstenu d'ailleurs. Et j'ai plaisir à dire quand même que les principaux éléments de cette délibération cadre commencent, voire même plus que commencent, à être mis en œuvre. J'y reviendrai, mais le contrat local de santé en faisait partie. La création du centre de santé dans sa version temporaire et définitive, le conseil local de santé mentale, la création d'une communauté professionnelle territoriale de santé et l'événement Santé Synthé, qui est un événement destiné à la prévention et à l'information. Depuis 2021, on a parcouru beaucoup de chemins.
Et cette délibération concernant le contrat local de santé est le fruit de 3 ans de travail partenarial. Et dans le document, d'ailleurs, il y a l'intégralité des partenaires qui ont participé à ce travail. C'est une étape, c'est pas un aboutissement, puisque ce contrat local de santé se décline en fiche action et que dans chaque fiche action, on a des objectifs, on a des modes de faire, des objectifs opérationnels et surtout un processus d'évaluation. C'est le fonctionnement des CLS. Alors, le CLS, c'est un outil partenarial qui concourt à notre politique municipale de santé et qui est porté conjointement avec l'Agence régionale de santé. La métro, la communauté professionnelle territoriale de santé et le CHE, le centre hospitalier, en sont co-signataires et la signature aura lieu le 17 juin prochain. Il nous fallait délibérer, bien évidemment, avant cette signature. L'objectif principal, c'est de réduire les inégalités territoriales de santé. 4 axes stratégiques, donc, tout d'abord, concernant la démarche. Il y a eu un gros travail de diagnostic. Ce travail de diagnostic était à la fois basé sur des indicateurs qui nous ont été donnés par l'ARS, par l'Observatoire régional de la santé, mais aussi un certain nombre d'indicateurs qui étaient l'émanation de l'analyse des besoins sociaux de début de mandat, donc des données en chiffres, et puis des enquêtes de terrain. On a des étudiants en master qui sont venus travailler sur ce contrat local de santé et qui ont enquêté auprès des professionnels de santé et auprès d'habitants. Donc, on a un certain nombre je ne reviendrai pas sur le détail du diagnostic, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui sont assez significatifs quant au positionnement de Saint-Égrève sur certains sujets médicaux. Nous sommes dans un engagement sur 5 ans, c'est un travail partenarial, 5 ans, qui est soutenu par un financement de l'ARS. Et tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire gentiment, que notre fameuse chef de projet santé, quelque part là, on a un financement de 35 000 € par an sur 5 ans pour continuer à mettre en œuvre ces différentes actions qui sont identifiées dans le contrat local de santé. Très honnêtement, sans création de poste, ça n'aurait pas pu se faire. On n'aurait pas pu y arriver et on serait parmi les communes qui n'ont pas de CLS au jour d'aujourd'hui. 4 grands axes dans ce contrat et 14 fiches actions. Je vais pas rentrer dans le détail parce que vous l'avez lu, bien sûr. Vous verrez, c'est passionnant. Il y a d'une part tout ce qui est accès aux soins, tout ce qui est un premier acte qui est renforcer l'accès aux soins et aux droits. L'élément un peu phare, c'est le centre de santé. Vous savez que le centre de santé transitoire fonctionne depuis septembre 2022. À fin 2023, c'était 1891 patients qui étaient suivis par le centre de santé. Il y a 2 médecins et des médecins remplaçants. Et on a au jour d'aujourd'hui quand même 200 personnes en liste d'attente parce que à lui seul, le centre de santé, tel qu'il est dans son fonctionnement actuel, ne couvrait pas la demande. Le futur centre ouvrira en 2025. Vous voyez où il est en face de l'entrée du CHE. Le bâtiment est en cours de construction. Le promoteur va livrer une coque vide, donc les logements seront livrés au premier semestre 2025, mais c'est l'investisseur qui va faire l'aménagement parce qu'un promoteur classique, entre guillemets, n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, le centre de santé définitif ouvrira au 2e semestre 2025. Un élément important, donc l'idée de cet axe, c'est de favoriser l'accès à un médecin, de favoriser l'accès aux droits en matière de santé. On a travaillé au sein du CCAS sur
la façon de permettre à des travailleurs sociaux du CCAS de mieux orienter des personnes qui arrivent au CCAS et qui ne peuvent pas, au jour d'aujourd'hui, se soigner, parce qu'on en est là, avec notamment une convention avec la CPAM, ça s'appelle la ligne urgence précarité. C'est quelque part une ligne téléphonique spécifique qui permet aux travailleurs sociaux du CCAS d'interpeller directement la CPAM quand on est devant des situations difficiles en matière de santé, et c'est très souvent. Et l'autre élément important en matière d'attractivité pour le territoire, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Alors, dès notre arrivée, dès le début du mandat, des médecins, notamment les médecins des Charmettes, de la maison médicale des Charmettes, des professionnels de santé, sont venus nous voir en disant, ben voilà, nous, on aimerait créer une CPTS, c'est une CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce que nous, médecins, on bosse, on finit tard le soir, il faut réserver des salles, etc. C'est une démarche qui, normalement, est complètement à l'initiative des professionnels de santé, mais la ville et notre chef de projet les a assistés dans toute cette période-là. Ça a été de faire une première réunion au CHE où on s'est rendu compte qu'on avait un monde fou de professionnels de santé, et on se rendait compte qu'ils ne se connaissaient même pas, que le lien ne se faisait pas. La CPTS, c'est sur tout le territoire des communes du Sivom, pour faire court. Donc, il a fallu, on les a aidés à travailler en groupe de travail, on les a aidés à construire leurs projets, on les a aidés à déposer leur statut. Toujours est-il que la fameuse CPTS, elle a été créée officiellement en décembre 2023, elle a été agréée en décembre 2023. Elle vient de recruter sa coordonnatrice en nous débauchant quelqu'un au CCAS, mais ça, c'est autre chose, mais c'est le bon jeu. Du coup, l'idée, c'est une mise en réseau des professionnels sur un territoire pour faciliter l'accès aux soins, pour répondre aux problèmes d'accès aux médecins, mais pour aussi créer de la coordination entre les médecins, les kinés, les autres professionnels de santé, l'hôpital quand il y a des sorties d'hospitalisation, et puis pour aider sur des actions de prévention et autres. Et cette CPTS, elle bénéficie d'un financement de l'Agence régionale de santé qui est de 177 000 € par an. Alors, j'aurais bien aimé qu'on ait autant pour la chef de projet, mais c'est la CPTS. Donc, toujours est-il que ça permet sur le territoire de dynamiser, et quelque part, quand on rencontre des jeunes médecins qui sont récemment diplômés, l'existence d'une CPTS, c'est un facteur d'attractivité parce qu'ils ne travaillent pas seuls dans un cabinet, parce qu'il y a une coordination. Donc ça, c'est notre grand axe stratégique 1 du CLS. Le deuxième axe, c'est le travail sur la santé mentale. On a passé il y a quelque temps une délibération sur la mise en œuvre du Conseil local de santé mentale. C'était en novembre 2023, ou peut-être, non, en juillet 2023. Le premier comité de pilotage a eu lieu en novembre, et autour de la table, on avait les professionnels du territoire qui travaillent sur les questions de santé mentale, au premier rang desquels, bien sûr, le CHE, voilà, les associations de pères aidants, c'est-à-dire d'anciens malades qui deviennent, qui sont pères PAIRS de nouveaux malades, des associations comme l'UNAFAM, les familles de personnes qui ont des problèmes mentaux. Et c'est notamment aussi dans le cadre du CLSM qu'on travaille aussi sur, qu'on a en lien avec ça, qu'on a travaillé sur la fameuse saison culturelle de 2023-2024 sur le thème Saint-Grève, une ville de psychiatrie, avec une exposition dont l'inauguration aura lieu le 14 juin, et vous êtes bien entendu cordialement invités à l'inauguration en question. Donc ça, c'est purement santé. Un autre élément en matière de santé mentale, c'est toutes les questions liées au harcèlement. On a beaucoup travaillé là plus sur des actions de formation, d'information autant des parents que des professionnels des établissements scolaires sur les questions liées au harcèlement. Et puis, un travail aussi
sur les violences conjugales et intrafamiliales. Et dernier point de cet axe-là, le point écoute psychologique qui avait été créé au précédent mandat, dont on a pu renforcer les heures en début de mandat et sur lequel l'ARS nous a soutenus, nous continue à nous soutenir également financièrement pour pouvoir avoir un temps à 80%, je pense, de psychologues sur le point écoute. Je regarde Priscille parce que c'est au niveau du CCAS. Elle est à 75% à l'heure actuelle. Troisième axe, la santé environnementale. Je vais peut-être un peu moins détailler, mais l'idée, c'est de travailler sur les questions d'alimentation pour tous, à tout niveau, pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. On sait aussi que les questions d'accéder à une alimentation de qualité, ça peut être difficile par rapport à certains publics. Un travail sur l'amélioration de la qualité de l'air extérieur, on rejoint toutes les questions de mobilité, de ZFE, mais on a aussi travaillé sur la qualité de l'air dans les établissements scolaires et tout ce qui concerne l'adaptation au changement climatique qu'on voit souvent arriver dans des délibérations dans notre conseil municipal. Le dernier acte, la promotion de la santé à tous les âges, la santé des personnes âgées. Bon, on a l'ABS, l'ABS l'a confirmé, mais on le savait que la population Saint-Égrèvoise vieillit, un peu comme partout, mais assez fortement à Saint-Égrève. L'idée, c'est de lutter contre l'isolement, c'est de soutenir le maintien à domicile, c'est de travailler au parcours résidentiel. Et je citerai un exemple, c'est le projet d'habitat inclusif dont on a parlé dans des réunions publiques et qui est en train d'avancer sur le site de l'ancienne piscine. C'est aussi, et c'était un élément de notre projet de mandat qu'on n'appelait pas habitat inclusif, d'ailleurs à l'époque qu'on devait appeler résidence autonomie, je pense. C'est aussi l'idée d'avoir un certain nombre de logements qui permettent à des personnes qui ne souhaitent plus vieillir à domicile de trouver un hébergement autre que l'EHPAD, quoi, ou que la résidence senior. Toujours dans cette question de la santé à tous les âges, on travaille beaucoup sur le soutien à la parentalité, sur l'accompagnement des premiers jours de l'enfant et sur tout ce qui est prévention concernant les publics les plus vulnérables. Et j'ai envie de dire aussi que le fameux Santé Synthé, notre fameuse forum annuel qu'on fait en matière de prévention sur la santé. On a eu deux années déjà. La troisième édition aura lieu le 14 septembre et on a traité des problèmes de mobilité, on a traité des problèmes d'alimentation et cette année, le 14 septembre, ça sera sur un thème qui sera « Ma maison, ma santé ». Voilà. Je crois que j'ai tout dit, mais vous le connaissez par cœur, le contrat local de santé. Il vous est proposé donc d'autoriser le maire à signer ce contrat local de santé et à signer la convention de financement avec l'ARS. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Coiffard. Merci Madame Charavin. Alors comme vous l'avez rappelé, effectivement, on s'était abstenu sur la première délibération, effectivement une délibération cadre, on n'aime pas trop, c'est-à-dire que pour nous c'est un peu flou, donc on attend de voir concrètement ce qui se passe et donc ça arrive notamment aujourd'hui. Alors on avait aussi des projets sur la santé et on avait des projets différents. Là, ce qui est le contrat local qui est proposé, alors on peut toujours se dire qu'on aurait mis une virgule à gauche, à droite. Au final, le document qui est proposé nous semble correspondre aux attentes et besoins du territoire. Donc, on n'a pas de... Quand je vous dis, on pourrait discuter de toutes les virgules, mais on n'avancerait pas beaucoup. Et le document que vous proposez permet de résoudre un certain nombre de questions sur le territoire. Alors je crois que c'est sur l'axe 3, vous parliez de la santé mentale, je crois que c'était celui-là. L'axe 2, pardon. En étant au conseil de surveillance, du CHE, le CHE est en train de réécrire
son projet d'établissement. Et on a eu un certain nombre de rencontres avec les cadres de santé, notamment du CHE, et on a abordé cette question où la perméabilité entre l'établissement CHE et les collectivités locales, alors notamment la ville de Saint-Élion, puisqu'on n'est quand même pas très loin et qu'on a un certain nombre d'acteurs publics qui travaillent là-dessus, et en fait encore très mal établi. Alors c'est pas une critique, c'est plutôt un constat. Et quand on en discutait avec eux, en fait, c'est moi qui leur ai fait l'article du CLS, en fait, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors encore une fois, c'est pas une critique, c'est que le CHE, c'est un très gros paquebot, et eux-mêmes le reconnaissent. En fait, ils sont très très nombreux. L'information circule pas forcément. Et il y a une très forte envie, et même en fait, en tout cas des personnes que j'ai rencontrées qui participaient à l'écriture de ce projet d'établissement, l'impression de ne pas vouloir travailler ensemble, enfin pas vouloir, que ce ne soit pas dans la culture, et que ce soit difficile. Donc on a beaucoup discuté là-dessus, et il y a un travail qui se fait, d'après ce que j'ai compris, il y a un travail qui se fait entre professionnels, mais c'est plutôt au niveau politique ou au niveau décisionnel, où les ponts sont encore à créer et à construire. Alors, en tout cas, il y a une volonté, je pense, des deux côtés, et il faut pas hésiter à y aller. Alors, je vous le dis, mais je sais que j'ai pas besoin de vous le dire, mais en tout cas, le retour qu'il y a eu dans ces ateliers était assez intéressant, parce qu'en fait, tout le monde se dit on a envie, mais on a l'impression que l'autre ne veut pas. Et non, mais et j'étais surpris notamment du fait qu'ils ne connaissaient pas. Il y en a qui découvraient le fait qu'il allait avoir un centre de santé juste à côté, parce que les travaux sont quand même pas très loin, et ou de l'existence d'un CLS. Donc il y a encore du boulot, mais encore une fois, c'est pas une critique du travail de la ville, mais simplement un constat de l'intérieur du CHE. Merci, Monsieur Benjamin Coiffard. Je vais redonner la parole à Françoise. Vous dites que c'est un gros paquebot, c'est un très très gros paquebot, parce que le CHE a participé au groupe de travail sur l'élaboration du CLS, parce que le CHE était présent au conseil local de santé mentale, parce qu'on rencontre régulièrement l'UNAFAM, parce qu'on a des contacts avec les pères aidants. Mais je suis complètement d'accord avec vous, c'est une très grosse machine, mais j'espère que la grosse machine en question va venir signer le contrat local de santé, puisque Madame Bourrachot est signataire. Mais c'est vrai qu'on a face à nous un établissement avec sa complexité aussi, avec ses difficultés. Voilà. Et puis l'exposition sur la psychiatrie, elle a été co-construite aussi. La saison culturelle, elle est co-construite avec l'avant-scène. Et voilà. Peut-être qu'il faut que ça se dilue au sein de la structure, ou ça se diffuse plus exactement au sein de la structure. C'est ça. Une remarque aussi, pardon, une remarque aussi qui était faite par les professionnels, ceux qui en tout cas avaient le plus envie de construire ces liens. Une remarque en fait très technique qu'ils ont soulevée, c'était que même s'ils avaient l'envie de participer dans chaque territoire à ces CPTS, mais en fait, matériellement, s'il faut qu'on fasse chacune des collectivités, on n'a matériellement pas le temps. Et donc, il y a aussi peut-être quelque chose de différent, d'organisation différente à voir, où il y a un seul endroit qui réunit plusieurs territoires. Il y avait cette remarque aussi en fait, on peut pas aller dans chaque collectivité, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, même si c'est un très très gros paquebot, mais ils ont des problèmes d'effectifs comme un peu partout. Oui, Priscille, vas-y, tu peux prendre la parole, vas-y. Je me permets de rajouter, effectivement, les professionnels du CHE, je vous rassure quand même que, en tout cas, je parle par rapport au personnel de la filière socio-éducative,
sont informés de ce qui se passe sur Saint-Égrève et que le service social du CHE et le CCAS de Saint-Égrève sont en lien par rapport à des suivis ou autres, puisqu'il y a quand même un certain nombre de patients qui sont domiciliés au CCAS. Donc, les liens se font et les communications, en tout cas, entre ces deux services se font. Après, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, sur les services de soins ou les services en intra-hospitalier. Voilà. Merci. Ça n'appelle pas de remarques, donc on va procéder au vote. Mais avant de procéder au vote, moi, je souhaitais à remercier Françoise aussi pour tout le travail qui a été effectué et Pauline, la chargée de mission. Et en fait, à Saint-Égrève, là, sur ce mandat, on s'est doté d'une vraie politique santé et on s'est donné les moyens pour qu'on puisse demain avoir une offre de soins qui soit construite, réelle, amplifiée. Et en fait, les habitantes et les habitants, ils nous le demandaient, depuis plusieurs années. Il y avait eu un premier projet de centre de santé, mais c'était pas du tout abouti, c'était pas suffisant. Et en fait, on s'est rendu compte que même toute la communauté de santé ici, elle était très bienveillante et extrêmement contente de trouver un appui de la collectivité pour justement qu'ils se mettent encore plus en mouvement et qu'ils créent des synergies et qu'on crée des synergies tous ensemble. Sur la collaboration avec le CHE, elle est ce qu'elle est, mais elle est réelle. En fait, nous, on voit qu'il y a plein de projets. C'est vrai qu'on a une année culturelle qui est intéressante autour de la santé mentale. On va avoir un point d'orgue, là, c'est le 14 juin. Donc, je vous invite aussi, vous êtes invités évidemment à venir. Je ne sais pas si vous avez des invitations, mais je vous le dis. Elles sont en train de partir. On a un peu de retard, mais c'est le 14 juin. Ça doit être à 18h pour les prises de parole et le vernissage de l'exposition sur la santé mentale et Saint-Égrève. Ce qui est important et ce qui a été souligné par Françoise aussi, c'est que finalement le fait de s'être mis en mouvement, de bouger comme ça, effectivement, il y a eu à un moment donné des dépenses de fonctionnement avec un chargé de mission qui était complètement assumé de notre part, mais en fait l'ARS nous renvoie de l'argent sur le territoire, elle renvoie beaucoup d'argent, 177 000 € par an, c'est pas rien, et 175 000 € sur 5 ans à la ville directement, c'est aussi conséquent. Donc ça va nous permettre dans les prochaines années d'avoir une assise, quelque chose de solide pour qu'on puisse répondre à ces besoins de santé de nos concitoyens qui, ici comme ailleurs, un peu moins peut-être ici, vieillissent. En fait, la population française, elle vieillit, en Isère, ça vieillit, à Saint-Égrève, ça vieillit, peut-être un peu moins parce que quand même, on a aussi un renouvellement générationnel avec une production de logements qu'il y a eu depuis déjà 10-15 ans et qui se continue. Voilà, donc je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a donc des oppositions? Il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas d'opposition, donc je remercie l'ensemble du conseil municipal d'approuver cette convention et ce contrat local de santé, ses objectifs. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va ensuite passer à la 6e délibération et cette fois, c'est Gaël Souchet qui prend la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, je reviens à des choses très terre-à-terre sur cette délibération, sur le prêt et la mise à disposition des locaux scolaires auprès des associations. C'est vrai qu'on avait l'habitude de prêter en fait les locaux scolaires pour diverses réunions ou activités en fait, notamment auprès des associations de parents délégués. On a souhaité en fait la création d'une convention type pour encadrer en fait ces prêts. Ça offre quand même des garanties sur la sécurité, responsabilité, compatibilité des activités organisées dans les établissements scolaires. Donc voilà, cette délibération propose donc la mise au vote d'une convention type pour la mise à disposition des locaux scolaires auprès des associations. Alors, évidemment, pas que les associations de parents d'élèves, mais c'est quand même souvent les parents d'élèves et les associations qui utilisent ces locaux. Voilà pour cette délibération. Merci. Merci Gaël. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non plus. Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et tu gardes la parole. Merci. Donc dans cette délibération, c'est une convention avec Grenoble-Alpes Métropole pour l'attribution en fait au titre d'un fonds de concours de l'aide à l'investissement dédié aux transitions, une autorisation de signature. C'est pour rappel la participation et la possibilité en fait de demander une subvention suite aux réalisations qu'on a fait sur la cour d'école de La Monta, côté mixte 2.
Et c'est ici la possibilité de récupérer 86 527 € pour la désimperméabilisation, mais pas que, du groupe scolaire de la Monta, qui correspond à 30% de l'assiette éligible fixée à 288 424 €. Donc, je vous propose d'accepter que Monsieur le maire signe cette demande. Merci Gaël. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, il n'y a pas de commentaires. Donc je rappelle qu'on va avoir les travaux qui vont démarrer début juillet sur les cours de Pont-de-Vence. Oui, bien sûr. C'était juste pour rappeler que ça continue. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, je donne la parole pour une délibération concernant un projet phare de ce mandat. Il s'agit du maraîchage. Oui. Donc le projet de maraîchage avance puisque les premières plantations ont lieu, les premières et donc dans la poursuite de ce projet, nous pouvons demander des subventions au titre du programme régional FEDER 2023-2027. Donc auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour les travaux d'aménagement et d'irrigation du projet de maraîchage. Et donc c'est les dispositifs 302 qui subventionnent jusqu'à 150 000 € pour les bâtiments et travaux d'équipement et équipements pour les activités agricoles, et le dispositif 205 du FEDER qui subventionne l'irrigation. Et donc les collectivités peuvent demander jusqu'à 70% du montant de leurs dépenses. Donc ça fait un total de subventions demandées au taux maximum possible de 266 200 € sur les 530 000 € d'investissement de la commune sur le projet de maraîchage. Et donc nous demandons d'autoriser le maire à solliciter la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ces subventions. Merci Guillaume. Monsieur Coiffard. Quelle surprise! Donc, si j'ai bien compris, ce que Madame le premier adjoint nous a dit pendant le compte administratif, quand on a des projets qui sont bien ficelés, tout prévu dès le début, on a des bons taux de réalisation. Et quand on a des projets qui prennent 2 ans et qui sont aussi mal ficelés, en fait, ça fait de très faibles taux de réalisation. On ne sait plus quoi dire là-dessus. Enfin, ça fait 2 ans et c'est un projet phare pour couper des arbres. Enfin, demandons une subvention. Enfin, on ne sait même plus si réellement vous y croyez dans ce projet. Ça fait plus de 2 ans que ça court. Ce qu'on a voté la dernière fois là sur la construction, c'est des choses qui vont se faire, parce qu'on n'avait pas posé la question, mais quand est-ce que ça va avoir lieu? On a vu que là, il y avait pas mal d'arbres qui avaient été coupés. On attend de voir. Donc, on votera contre cette délibération, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on change d'avis sur ce projet. On attend le prochain conseil pour voir la prochaine évolution. Très bien, merci Monsieur Coiffard. On n'est pas trop surpris, mais comme on a bon espoir que peut-être à la fin vous voteriez pour, vu que vous avez voté le CLS aussi, mais c'est un autre sujet. Tu veux reprendre la parole? Vas-y. Oui. Rapidement, je rappelle que chaque délibération est utile pour l'avancement du projet, donc on n'a pas fait des délibérations juste pour faire des délibérations, et que oui, les travaux prennent le temps. On a parlé de ce projet très en amont, on l'a construit. On l'a construit avec les porteuses de projet, la porteuse de projet qui aujourd'hui s'installe, qui n'est plus une porteuse de projet, mais une agricultrice installée en maraîchage. Et donc sur les travaux, ils sont en cours. Hein. Vous avez, si vous y passez régulièrement, vous voyez que les clôtures sont en train d'être aménagées. Il y a eu des travaux pour l'irrigation qui ont eu lieu. Les travaux du bâtiment devraient démarrer dans l'été.
Donc ça prend du temps, mais c'est le temps de monter un projet. Donc voilà, c'est votre réaction habituelle. Donc on n'est pas surpris. Et donc voilà. Merci. Bon, voilà, tout a été dit. Pour nous, en fait, il avance très bien ce projet. On n'avait pas la prétention qu'il avance beaucoup plus vite. Donc, je le rappelle, il fallait une maîtrise foncière. Donc, on a fait une maîtrise foncière. Il y avait 2 terrains du département et du chemin, non, d'une SCI du Néron. Donc, on a fait ces acquisitions qui prennent du temps. Il faut passer devant le notaire, il faut négocier le prix. Ensuite, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, un appel à projet pour sélectionner une dizaine de porteurs ou porteuses de projets. On a choisi. Et ensuite, il y avait d'autres questions techniques qui étaient à régler. Donc, vous les avez vues passer. Les questions sur l'eau, sur les clôtures. Aujourd'hui, il y aura la ferme aussi qui va démarrer dans quelques mois. Donc, et les premières plantations ont eu lieu. Donc, pour nous, en fait, le projet, il avance en fait. Il avance même. Je vais pas être taquin, mais presque mieux qu'encore qu'on ce qu'on imaginait. Hein. Enfin, le fait qu'elle ait planté déjà cette saison, alors qu'en plus il pleut, finalement, elle était hyper dynamique et elle voulait vraiment commencer cet été. C'était pas certain et tant mieux en fait. Elle est vraiment pleinement motivée. Bon, donc on va procéder au vote sur cette demande de subvention parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, la moitié des dépenses effectuées par la ville qui sont demandées pour un fonds de concours. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc il y a 5 oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc qui est pour? Donc, les 27 élus. Voilà, donc c'est adopté. On est pour les carottes et les radis. Donc, on va pouvoir passer à une autre délibération. Maintenant, on est sur un ensemble de délibérations concernant les ressources humaines. Et je vais donner la parole à Marina. À toi, Marina. Alors, une délibération création délibération suppression création de poste. Donc à la direction, enfin la petite enfance, donc on va faire une petite régularisation au niveau des supports de poste afin de le faire correspondre au nouveau cadre de 2 agents qui suite à réussite à concours. Ensuite, à l'éducation, enfance éducation, on a une régularisation du support de poste d'un agent pour le faire correspondre à la filière qui représente la majorité de ses missions. Et vie scolaire, on a la création de 2 postes suite à la fin de notre convention avec Génie Pluri, à pourvoir pour la cuisine centrale. Et enfin, à la direction des sports, donc une régularisation afin de correspondre au grade de l'agent recruté. Voilà. Merci Marina. Pas de remarques. On en a discuté un peu en commission déjà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je te laisse la parole pour la suite. Donc là, on a une délibération en vue de modifier la délibération de mars 2021 sur le régime indemnitaire. Donc elle vient faire suite donc au dialogue social avec les représentants personnels de la ville, afin d'améliorer donc du coup le régime indemnitaire des agents avec une attention particulière apportée aux revenus des agents les plus bas. Donc la modification du régime indemnitaire va se faire de la façon suivante, donc par une réévaluation des 4 premiers niveaux d'IFSE, soit du niveau S1 à T1, avec une augmentation de 14 € pour le niveau S1, 12 € pour le niveau S2 et S3 et 10 € pour le niveau T1. La deuxième modification va concerner la forfaitisation de l'indexation du RIFSEP, qui représentera la somme de 6 € par mois pour l'ensemble des agents. Et la troisième concerne une amélioration de la suggestion pour les horaires coupés. Les agents concernés donc, qui bénéficient de la suggestion horaire coupée bénéficieront d'une valorisation à 4 € au lieu de 2 € par jour, quel que soit leur temps de travail. Donc la présente délibération donc la mise en application sera dès juillet 2024 donc on vous demande de votre accord afin de passer cette délibération.
Merci Marina. Oui, Monsieur Coiffard. Oui, merci Madame Rousseau pour cette présentation. Suite aux interventions qu'il y avait eu par les agents lors du dernier conseil municipal, c'est vrai que là, ce qu'on vous avait demandé, c'est qu'il y ait un dialogue. Il semble qu'il ait eu lieu. Ensuite, ce qui a été discuté et ce qui a été obtenu par les agents, ça relève de la discussion employeur-employé sur laquelle on n'a pas vraiment d'avis à donner et de toute façon les éléments pour définir si c'est bon ou pas bon. Donc, nous allons simplement voter cette délibération par le fait qu'il y a eu un dialogue et qu'il y a eu un geste. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut en dire là-dessus. J'aimerais juste préciser qu'en fait, le dialogue, il n'a jamais été coupé. On a rencontré à plusieurs reprises les représentants du personnel dès la fin de l'année 2023, donc il n'a jamais été coupé. Ça fait partie du dialogue social, il y a eu plusieurs rencontres et jusqu'à cet aboutissement d'aujourd'hui pour cette délibération. Mais il n'a jamais été coupé, je tiens quand même à le préciser. Merci. Merci Marina pour cette précision, mais c'est vrai que c'est pas simple d'être employeur, d'être en capacité de décider, de choisir et de faire des arbitrages et aussi d'avoir la délégation aux ressources humaines. Mais il y a eu des revendications, il y a eu des demandes qui étaient liées au départ à une déclaration de l'État du président de la République qui avait demandé la prime, qui avait dit qu'il faisait pour les fonctions publiques d'État, hospitalières et d'État, la prime pouvoir d'achat. Et du coup, il y a eu un rebond des collectivités territoriales et des agents qui légitimement ils se sont dit et nous, parce que souvent la fonction publique territoriale a l'impression d'être un peu la cinquième roue du carrosse, alors qu'en fait pas du tout, parce que quand on connaît les agents et quand on connaît en fait aussi leur métier et le fait que c'est aussi sur de la proximité, on est dans le faire quand même, et c'est aussi très très valorisant. Mais n'empêche que il y avait des annonces comme quoi le gouvernement disait allez-y, les collectivités donnaient aussi une prime, mais par contre sans recette en face, donc l'État nous aidait pas, et c'était en plus dans la préparation budgétaire de 2024, et c'était des annonces à l'automne, il y a eu les décrets très tardivement, donc c'était très compliqué. Et ces revendications, elles ont un peu évolué. Nous, on a dit que c'était compliqué cette prime. Par contre, on était prêt à dialoguer, à échanger. Et on a dit qu'on pouvait faire un geste, mais à la hauteur de ce que la collectivité Saint-Égrève finance dans les traitements, en fait, dans les salaires, parce que de toute façon, c'est quand même l'État à 90% qui met les règles avec le point d'indice, etc. Et nous, on n'est que sur la partie RIFSEP et indemnité complémentaire. Donc, on a fait un geste. Je pense qu'il a été entendu. Il y a eu un vote au CST qui était une abstention, ce n'était pas un vote contre, mais comme ils avaient des revendications qui étaient un peu plus importantes et que nous, on n'a pas pu aller jusqu'à leurs revendications, il y a eu ce vote de leur part. Donc voilà, on en est là pour l'instant. On espère que ça va continuer, ça va bien se passer. Et il n'y a pas que la rémunération, on travaille sur plein d'autres sujets aussi, sur la formation, sur la reconnaissance, sur la déprécarisation et sur aussi la capacité à écouter tout le monde dans cette collectivité. Comme on doit nous tous nous écouter et travailler ensemble, qu'on soit adjoint, conseiller délégué, maire ou première adjointe, on pense aussi, et c'est notre valeur, que même s'il y a une hiérarchie, il y a des catégories A, B et C, parce que c'est un peu les revendications qui reviennent, mais qui sont des revendications même depuis les Gilets jaunes, depuis longtemps en fait, où il y a des catégories ou des emplois en particulier, les gens ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas valorisés. Voilà, donc il y a un peu ce travail aussi qu'on fait en interne pour que ça se passe au mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions contre cette délibération sur le RIFSEP? Non, sur ces modifications, des abstentions non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je te laisse la parole sur la suivante. Donc là, il s'agit d'une délibération en vue de la signature d'une convention avec le centre de gestion de l'Isère. Cette convention, elle permettra donc à la ville de bénéficier du service remplacement du centre de gestion en cas de besoin. Donc, ce service, il a vocation à assurer l'intérim dans l'attente du recrutement d'un personnel statutaire et permettre le maintien du service public. Le centre de gestion répond ainsi aux demandes des collectivités en personnel opérationnel et compétent. Merci Marina. Pas de prise de parole. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Et je redonne la parole à Pascal pour les mandats spéciaux.
Oui, le premier mandat spécial, il s'agit d'un déplacement à Telsia, en Lituanie, du 6 au 9 juin, ville avec laquelle Saint-Égrève est jumelée. Et donc, il n'y avait pas eu encore de rencontre avec la nouvelle municipalité élue fin 2023. Et c'est l'occasion, à l'occasion de la commémoration de la culture ancestrale de la Samogiti, dont Telsiai est la capitale. Donc, il s'agit à Madame Éléonore Casazian-Balessas et Monsieur Cognière Jean Gaëtan de se déplacer à Telsia du 6 juin au 9 juin à l'occasion de cette commémoration pour rencontrer la nouvelle municipalité. Donc, le mandat spécial, c'est pour prendre en charge les déplacements et l'hébergement occasionnés pour ce déplacement. Merci Pascal. Donc, écoutez, on vous souhaite un bon voyage. Non, mais vous êtes là pour représenter la ville. En fait, c'est vrai que c'est un jumelage qui a quelques années quand même, qui fonctionne bien. Et donc, on avait été invité, on n'a pas pu y aller. Donc là, c'est bien qu'on ait des représentants pour honorer ce jumelage, en fait. Et puis, vous reviendrez avec plein d'idées. Pas trop, parce que les services, ils sont aussi chargés, on est tous chargés. Mais s'il y a des choses intéressantes, il faudra nous le dire. Voilà. Il n'y a pas de prise de parole? C'est bon? Donc, je vous propose de voter cette première délibération sur ce mandat pour la ville de... Alors, moi, j'ai dit Telchai, mais parce qu'on m'a dit que c'était Telchai, mais ou Telchai. On vous leur demanderait, hein. Ouais, vous enregistrerez. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Et je te redonne la parole, Pascal. Oui, donc là, c'est un deuxième mandat spécial. C'est pour le déplacement à la rencontre nationale Ville Amis des enfants du 18 au 20 juin 2024 d'Anaïs Rivoire, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Donc, il s'agit de prendre en charge les frais liés à ce mandat spécial occasionné pour ce déplacement. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de prise de parole. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Ce mandat spécial, non. Des abstentions, non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On te souhaite aussi un bon voyage et de bien représenter la ville de Saint-Égrève et de bien échanger aussi sur ces thématiques des enfants et de l'éducation. Écoutez, on en a déjà terminé de ce conseil municipal. Il y a le compte-rendu des opérations quand même effectuées dans le cadre de ma délégation. Non, si, bien sûr. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous voulez regarder? Non, il n'y a pas de remarques. Donc, il n'y a pas de vote, hein, mais c'est une prise d'acte. Et je nous donne donc rendez-vous un peu tardivement dans la saison par rapport à parfois, donc on a rendez-vous le mercredi 10 juillet, voilà, à 19h. Donc on revient sur les mercredis et je vous prie de m'excuser si effectivement on a changé le calendrier, qu'on a eu un conseil municipal le mardi. J'avais un engagement demain qui était important et que je ne pouvais pas ne pas honorer. Merci à toutes et à tous et à très vite et en tous les cas au 10 juillet. Merci.